Le plaisir a été toujours partagé, surtout quant à moi de venir chaque fois devant vos postes. Recevez-vous donner votre journal de chaque jour dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News au Monde, votre journal Sauvons l'Afrique. Peuples africains, partout dont vous nous suivez, vous êtes ici en Afrique, en Amérique, en Asie, en Australie, en Océanie, même des îles du monde entier. Une fois encore, soyez le bienvenu. Passons au sommaire. Retenons que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a passé une interview avec la presse européenne. Il a parlé de la sécurité et de l'insécurité et de la diplomatie de son pays avec le pays étranger. On va aussi écouter l'activiste Nathalie Yamb. Il a parlé des vols qui a repris entre le Bamako et la France. Donc Air France a repris son vol. Donc on va comprendre pourquoi cette décision du ministre de l'Intérieur. On va aussi écouter le Maroc, le discours du président français Emmanuel Macron devant le roi du Maroc. C'est tout pour le téléphone. Encore soyez le bienvenu. Comme je vous ai annoncé au sommaire, après la rupture diplomatique entre le Mali et la France, on a vu il y a presque 5 jours, le vol Air France a repris au Bamako. On va comprendre dans les détails qui nous a été donné par Madame Nathalie Yamba. Suivant. Bonjour les amis, je viens vers vous rapidement pour commenter une actualité qui ne manque pas de saveur. Alors mardi, on a vu Air France communiquer joyeusement sur la reprise de ses vols sur Bamako. J'avoue que ça m'avait un peu surprise, mais vous savez ce que je vous dis souvent. Avec le régime du colonel Assimi Goïta, mon cœur ne bat pas, comme on dit au Cameroun. Mon cœur ne bat pas. Et j'ai eu raison, car on vient tout juste d'apprendre que ces décisions qui avaient été prises par le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, sans consultation avec sa hiérarchie, a été annulée. Et que le colonel Drissa Koné, le DG de l'agence, a été limogé dans la foulée. La joie fut de courte durée à Paris. La semaine passée, Air France avait déjà annoncé qu'ils étaient en négociation avec les autorités burkinabées pour reprendre la desserte de Ouagadougou. Il paraît que les autorités burkinabées leur ont fait savoir qu'il fallait d'abord que le Quai d'Orsay sorte le faso de la zone rouge déconseillée au voyage. Bon, même si c'est logique, parce que pourquoi tu veux envoyer tes avions dans des zones que tu déconseilles aux voyageurs, j'espère que ce n'est pas l'unique condition posée. Vous voyez, quand les sociétés étrangères viennent dans nos pays, elles demandent et reçoivent des licences pour mener des activités commerciales. C'est donc pour faire des affaires et gagner de l'argent que la compagnie Air France avait reçu l'autorisation des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes d'atterrir à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Or, un matin, à l'encontre de toute logique commerciale, Air France décide de suspendre ses vols. Ce faisant, Air France a posé un acte politique et outrepassé le cadre de ses activités fixées par les agréments qu'elle a obtenus pour agir dans un domaine qui lui est étranger, qui lui est même interdit. Je veux souligner pour ceux qui ne le savent pas que profiter d'une autorisation à but commercial pour mener des activités politiques relève de la perfidie en relations internationales, du dol en matière civile et de l'abus de confiance en matière pénale. En conséquence, les pays de l'Alliance des États du Sahel, au-delà de la réaction qu'ils ont déjà eue en suspendant à leur tour Air France, doivent préparer des réponses qui vont prévenir tous ces actes de même nature, aussi bien pour Air France que pour d'autres multinationales et entreprises. Je propose que les États de l'AES exigent qu'Air France dépose une caution égale à 1 an de chiffre d'affaires dans les caisses du Trésor malien, burkinabé et nigérien comme garantie de son engagement à ne plus intervenir dans le domaine politique. Évidemment, si Air France dispose d'exonérations fiscales, il faut les révoquer. Les États de l'AES, via des projets de loi des gouvernements ou des propositions de loi des CNT, les parlements des transitions, doivent également légiférer sur la question de l'intrusion des multinationales étrangères dans le domaine politique et prévoir des sanctions contre les violations de la loi pour que cela s'applique non seulement à Air France, mais à toutes
les entreprises étrangères. Une réflexion doit également être engagée pour proposer aux États partenaires de signer et ratifier des conventions par lesquelles ils s'interdisent d'instrumentaliser les acteurs de la vie économique dans le cadre des différents politiques et diplomatiques qui pourraient les opposer. Voilà. Comme le coaching est à la mode, c'était mon coaching du jour. À très bientôt les amis. Ah, j'oubliais, France, dégage. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, est sorti de son silence. Il a parlé, il a fait une interview devant la presse européenne. Il a parlé de la diplomatie et de la sécurité de son pays. Suivant cette interview avec Mouna Dior. Nous sommes dans un état de droit. Et le décès tragique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a tous affectés. Clairement, moi, je n'avais pas prévu d'être candidat. Je crois que c'est sûr, je l'ai annoncé, c'est connu. Évidemment, il est décédé à 3 semaines du dépôt des candidatures. Mon parti m'a demandé de faire le sacrifice d'être candidat, ce que j'ai accepté pour mon parti, mais pour surtout mon pays. Pour mon pays, pour la majorité des Ivoiriens, puisque mon parti tout de même est majoritaire à l'Assemblée, au Sénat, au niveau des municipalités. C'est les 3/4 des Ivoiriens. Donc, ils considéraient que c'était la voie de la stabilité, la voie donc de la sécurité de la Côte d'Ivoire, la sécurité régionale. Je le fais par devoir patriotique, croyez-moi. J'avais déjà pris un certain nombre de dispositions pour faire autre chose. Et là, je le fais, disons, par obligation. Et je suis bien évidemment contraint à bien faire ce qui m'a été demandé. Mais le pays avait besoin de cette candidature. Et je considère que mon aura personnel est sacrifié dans l'intérêt de mon pays. Alors, pour l'opposition, ce n'est pas par devoir que vous le faites, Oui. mais par mégalomanie, Voilà. par syndrome de l'homme providentiel. Mais je pense que personne ne peut dire que je sois un mégalomane, ça c'est bien connu. Ah bon, ils le disent, c'est leur opinion. Mais fondamentalement, ce qui m'importe, c'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. Et je considère que cette décision est bonne. Si c'était Amadou Gon Coulibaly, ils se font des illusions, Amadou les aurait battus. C'était clair. C'est le parti qui fait l'élection. Ce n'est pas la personne. Et le parti était rassemblé autour d'Amadou Gon Coulibaly. Évidemment, à partir du moment où c'est moi, pour eux, la défaite est certaine. Et par conséquent, c'est c'est la raison pour laquelle ils décident de ne pas aller aux élections. Mais je les laisse avec leur opinion. Ce qui m'importe, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la stabilité de mon pays. Et c'est le bien-être de mes concitoyens. Monsieur le Président, depuis le 6 août, donc depuis que vous avez annoncé votre candidature, on déplore plusieurs dizaines de morts à travers le pays, malheureusement. Oui. Aujourd'hui, vous affirmez que le pic de violence est passé, mais l'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne ont publiquement exprimé leur inquiétude. Il y a encore eu 16 morts la semaine dernière à Dabou, c'est à 50 km d'ici. Oui. Est-ce que vous craignez un remake des grandes violences de 2010-2011 dans cette ville même d'Abidjan? Non, point du tout. D'abord, malheureusement, à Dabou, il y a eu 16 morts. Donc nous en sommes à 30 morts aujourd'hui. Mais tout cela, comment ça s'est produit? Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui ont tiré sur les gens. C'est des conflits communautaires qui ont été suscités par l'opposition. Alors moi, je déplore ces morts et je présente mes condoléances aux familles des décédés. Mais fondamentalement, il faut que ça s'arrête. Je suis confiant que maintenant que nous avons déployé 35 000 forces de défense et de sécurité, que la situation va s'apaiser. Les forces de l'ordre sont républicaines aujourd'hui, contrairement à 2010. Donc je ne vois pas de danger par rapport à une évolution dramatique de la situation. Je demande seulement aux opposants
de respecter la vie des autres. Ce n'est pas nécessaire. L'élection ne doit pas être une bataille à mort. Ce n'est pas nécessaire. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire, avec une alternance après un certain temps. Toujours en Afrique, parlons du voyage du président français Emmanuel Macron en Afrique, précisément au Maroc. Il a fait un grand discours devant le roi marocain suivant. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Le président français Emmanuel Macron et les rois du Maroc ont fait plus de 22 accords de coopération nationale. Suivant à cette vidéo. Paris et Rabat ont marqué lundi un nouveau tournant dans leurs relations diplomatiques et économiques. Après 3 ans de tension, le président Emmanuel Macron et le roi du Maroc Mohamed VI ont signé au Palais Royal 22 contrats et accords d'investissement d'un montant global allant jusqu'à 10 milliards d'euros dans les domaines des infrastructures, de l'éducation et la transition énergétique. Objectif visé, encourager le développement durable, l'innovation et la modernisation économique du Maroc. Le royaume chérifien étant la première destination des investissements français en Afrique et la France le premier partenaire commercial. La relation économique historique entre les deux pays a permis d'établir des liens solides dans des secteurs cruciaux tels que l'énergie, l'agriculture, les transports et l'industrie. Cette visite d'Emmanuel Macron au Maroc intervient après que la France a aligné sa vision du Sahara occidental avec les intérêts du Maroc qui cherche une solution sous sa souveraineté. Mais ce changement de position pourrait avoir des implications dans les relations de la France avec l'Algérie, un partenaire économique essentiel qui soutient le Front Polisario. Parlons de la République démocratique du Congo sur le retrait de la MONUSCO. Est-ce que c'est vrai le mandat de la MONUSCO pourrait mettre fin avec l'accord du gouvernement congolais suivant? Leur retrait définitif était annoncé pour la fin de l'année 2024. Pourtant, la MONUSCO est bien partie pour prolonger sa présence en République démocratique du Congo. L'escalade de la violence dans l'est du pays a remis en cause l'agenda fixé par l'ONU qui prévoyait un départ progressif des 15 000 casques bleus, comme le réclament les autorités congolaises. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Congo devaient quitter le pays en décembre, mais la montée de la violence dans l'est du pays, causée par les rebelles soutenus par le Rwanda, a fait que pour l'instant, les casques bleus sont toujours là. La mission de l'ONU est présente depuis plus de 20 ans et a pour objectif de protéger la population, mais de nombreux Congolais ont l'impression que rien n'a changé depuis leur arrivée et que personne ne les défend comme il se doit. Créée en novembre 1999, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC avait pour objectif premier de tenter de ramener la paix pendant la Deuxième Guerre du Congo.
Depuis, elle a aussi été déployée pour faire face à la guerre dans le Kivu, qui a connu plusieurs épisodes depuis 20 ans. La visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni, les deux pays doivent signer des accords bilatéraux avec le pays des présidents Kadhafi, dont il est dirigé par un nouveau président et un nouveau ministre. Suivant cette vidéo. La première ministre italienne est arrivée mardi à Tripoli, dans la capitale libyenne. Giorgia Meloni prend part au forum d'affaires italo-libyen. L'événement doit booster les relations économiques entre les deux pays. Au moins 150 entreprises italiennes étaient attendues à cette messe économique, signe de son importance pour les deux nations méditerranéennes, avec en toile de fond la signature de plusieurs accords entre les deux parties. C'est dans ce contexte que le gouvernement italien a annoncé la reprise à partir de janvier 2025 des vols commerciaux de la compagnie italienne ITA entre Tripoli et Rome. But de la manœuvre, augmenter la fréquence des vols directs entre les deux pays. Les échanges commerciaux entre la Libye et l'Italie ont atteint 9 milliards d'euros selon les autorités italiennes. C'est la 4e visite de Giorgia Meloni en Libye depuis qu'elle est à la tête du gouvernement italien. Quittons la Libye pour le Kenya. Retenons que la Cour suprême relance le projet de loi de finances. Suivant. Au Kenya, le projet de loi de finances 2023 de retour dans le débat public. Après avoir été annulé par la Cour d'appel dans un premier temps, il est de nouveau à l'ordre du jour. Parlons des élections au Botswana. Retenons que tous les candidats sont appelés à mettre fin à leur meeting à dater dès ces jours pour convaincre leurs lecteurs. Suivants. C'est tard dans la nuit de ce mardi 29 octobre 2024 que le candidat du parti au pouvoir, le PDB, Mokgweetsi Masisi, a terminé ses meetings marathon. Devant des centaines de militants enflammés, il a vanté son bilan avant de demander à la foule présente de lui donner encore un nouveau mandat afin qu'il puisse continuer la transformation du pays. 2024, I want you to polish. Kimbataranza City Tsoke Mohaburu. Kimbataranza City Tsoke za Parlamente, City Tsoke za Council. Par contre, dans le camp de l'opposition, c'est par un tour de ville dans la circonscription de Tolokoin, à l'extérieur de la capitale Gaborone, que des centaines de partisans se sont massés dans des véhicules afin d'assurer leur soutien au candidat de l'UDC Douma Boko. Ici, on blâme le parti au pouvoir d'avoir conduit le pays dans une crise économique. La question la plus importante à résoudre dans cette élection est celle de l'économie. Notre économie est au plus bas. J'espère que nous pourrons gagner pour la relancer. Les attentes sont donc nombreuses dans un camp comme de l'autre à quelques heures de cette élection qui s'annonce très disputée pour les observateurs. Alors que par le passé, le Parti démocratique du Botswana était assuré de sa large victoire, cette fois, il est quasi impossible de savoir qui va gagner du fait de l'engagement des jeunes dans cette campagne. Il s'appelait Tshisekedi Wamulumba Etienne, l'opposant historique en République démocratique du Congo. Malgré tout, il n'a pas pris les pouvoirs entre ses mains. Mais votre journal Sauvons l'Afrique a fait un portrait par rapport à ces sphinx de l'histoire de la République démocratique du Congo. Souvent. Le retour au pays est triomphal. La foule s'étale à perte de vue. Étienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour se soigner. Il n'a plus la fougue de ses jeunes années, mais cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste aux yeux des Kinois l'opposant ultime en RDC. Opposant, il ne l'a pas toujours été. Au début des années 1960, il entame sa carrière politique aux côtés de Joseph Désiré Mobutu. En 1965, il devient son ministre de l'Intérieur et au fil des ans s'affirme comme l'un des piliers du régime dictatorial qui sévit dans l'ex-Congo belge. Les relations entre les deux hommes se dégradent ensuite. 1980, c'est la rupture. Étienne Tshisekedi dénonce les dérives du pouvoir de Kinshasa.
Il prend part à la fondation du parti, l'UDPS. Son engagement dans l'opposition lui vaut d'être plusieurs fois emprisonné. Ce régime n'a jamais toléré la contradiction. Ça fait qu'il a toujours frappé avec violence tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du dictateur. En 1996, le régime Mobutu se meurt. Le maréchal président, malade, affaibli, n'exerce plus le pouvoir. Alors que les troupes de Laurent Désiré Kabila s'approchent de Kinshasa. Étienne Tshisekedi se rend à Nice, en France, où Mobutu s'est retiré et propose une alliance à son ancien ennemi. Les deux hommes retournent au Zaïre. Étienne Tshisekedi devient le premier ministre de Mobutu pour 7 jours et Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Opposant à Kabila père jusqu'à son assassinat en 2001, puis à Kabila fils, le sphinx de Limete, comme on le surnomme, boycotte la présidentielle de 2006, les premières élections libres de son pays, qui consacre Joseph Kabila comme président de la RDC. 5 ans plus tard, en 2011, il joue le jeu démocratique et fait activement campagne. Attention, réfléchissez bien quand vous irez voter. Ne mettez pas n'importe quel bulletin dans l'urne. Il faut suivre mes consignes si vous voulez que le changement arrive dans notre pays. À la suite d'un scrutin décrié, Joseph Kabila est une nouvelle fois proclamé président de la République. Étienne Tshisekedi, très en colère, revendique la victoire et demande à ses partisans de se mobiliser. Je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Depuis lors, il se fera appeler président et prêtera même serment chez lui dans sa résidence de Limete à Kinshasa. Du Congo, je jure solennellement. Mais déjà la maladie le guette et bientôt ce sera l'exil en Belgique pour raisons médicales. Après son retour de 2016, Étienne Tshisekedi acceptera finalement de prendre part au dialogue national, mais sous l'égide de la Senko. Il devait prendre la tête du conseil de suivi de l'accord politique de décembre 2016, l'accord dit de la Saint-Sylvestre, trait d'union entre l'opposition et la majorité présidentielle. L'accord qui devait mener à des élections en 2017. Mais le vieux, comme les Congolais l'appelaient aussi, n'en aura pas eu le temps. Quittons l'Afrique pour le Proche-Orient. Retenons que la Russie, qui est dirigée par le président Vladimir Poutine, lance des exercices nucléaires pour menacer l'Occident. Suivons cette vidéo. Le président russe Vladimir Poutine a lancé mardi un exercice massif des forces nucléaires du pays. Alors que les tensions avec l'Occident au sujet de l'Ukraine s'intensifient, une simulation de frappe de représailles avec des tirs de missiles balistiques dans la péninsule du Kamtchatka a été lancée. Selon le ministère, l'exercice avait pour but d'entraîner les forces stratégiques offensives à lancer une frappe en réponse à une frappe nucléaire de l'ennemi. Compte tenu de l'augmentation des tensions géopolitiques, de l'émergence de nouvelles menaces et de nouveaux risques extérieurs, il est important de disposer de forces stratégiques modernes, constamment prêtes à être utilisées au combat. Nous continuerons à améliorer toutes leurs composantes. J'insiste sur le fait que nous n'allons pas nous engager dans une nouvelle course aux armements, mais que nous maintiendrons les forces nucléaires au niveau de suffisance nécessaire. Le mois dernier, le dirigeant russe a averti les États-Unis et les alliés de l'OTAN que permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes à plus longue portée fournies par l'Occident pour des frappes à l'intérieur de la Russie mettrait l'OTAN en guerre avec son pays. Les manœuvres de mardi font suite à une série d'autres exercices des forces nucléaires russes. Parlons de la guerre russo-ukrainienne, retenant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en visite en Irlande, dont il a rencontré le Premier ministre. Parlons de la guerre russo-ukrainienne, retenant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en visite en Irlande, où il a rencontré le Premier ministre du pays. Suivons cette image. Aux côtés du Premier ministre islandais, Volodymyr Zelensky est venu présenter son plan de victoire. Le président ukrainien, qui assiste au sommet sur les pays nordiques, espère les convaincre de soutenir l'effort de guerre ukrainien face à l'avancée des troupes russes. Depuis le début du mois d'octobre, l'armée russe a conquis 478 km² de territoire, un record depuis mars 2022, mais Kiev l'affirme, les soldats ukrainiens résistent et auraient tué 800 soldats russes en une journée.
people. I mean, so they push them, and a lot of Russians are killed each day. So last my connection with the general was today morning, and yesterday, for example, Russian they lost only on the east direction they lost 800 people been killed. So they don't think about it. We have to think. That's why it's not simple. Ce mardi, le Pentagone affirme que 10 000 soldats nord-coréens auraient été envoyés en Russie. Une situation qui inquiète l'OTAN et l'Union européenne qui craignent une escalade. Selon les pontifes de l'Église catholique, Pape François, il a déclaré en disant que les migrants doivent être accueillis et intégrés. Suivant. La migration, une occasion de croissance pour tous. C'est ce qu'a déclaré le pape François aux missionnaires de Saint-Charles. Le souverain pontife les a exhortés à faire preuve de compassion. N'oublions pas qu'un migrant doit être accueilli, accompagné, promu et intégré. Pour le pape argentin, cette dynamique de rencontre et de dialogue est aussi bénéfique pour les religieux. Ils pourront ainsi grandir dans leur foi et développer les notions d'ouverture et de partage prônées dans le christianisme. De nos jours, il faut savoir que ceux qui partent le font à cause de l'injustice et des inégalités tragiques ou à cause des guerres dévastatrices qui frappent une partie du monde. Ce n'est pas la première fois que le pape s'exprime sur cette cause. En août dernier, le souverain pontife qualifiait de péché grave les tentatives visant à repousser les migrants. La guerre Hamas et Israël fait couler d'encre et de salive. Retenons que l'interdiction des activités de l'Ouanawa fait polémique. Suivons cette vidéo. La phrase a suscité la colère en Israël. Alors que le pays poursuit son offensive au Liban et que la guerre à Gaza dure depuis plus d'un an, la sortie d'Emmanuel Macron passe mal. Les relations franco-israéliennes sont tendues lorsqu'Israël se trouve impliqué dans un conflit de longue durée. Denis Charbit est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Le soutien occidental, le soutien européen devient plus compliqué. Il n'y aura pas rupture des relations. Macron aurait pu dire Israël a besoin de la légitimité internationale pour exister. Mais ce n'est pas la même chose, parce qu'Israël, effectivement, n'est pas assez puissante, ni sur le plan de la superficie, ni sur le plan de la population, pour tenir tout seul contre le monde entier. Et de rappeler que si le ton entre Paris et Tel Aviv se durcit, dans les faits, la France se tient militairement aux côtés d'Israël. Comme début octobre, quand l'armée française a participé à l'interception des missiles iraniens qui visaient le territoire israélien. Mathieu Croissando, il faut reprendre mot à mot la phrase exacte prononcée par le président de la République en Conseil des ministres. Oui, le président français avait déclaré que M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, comme si la création d'Israël était une création ex nihilo. Alors c'est vrai qu'il y avait eu un partage de la Palestine et d'Israël pour créer l'État d'Israël, mais ça n'est pas aussi, ça n'est pas une vision complète, puisque c'est un processus historique, c'est pas juste une décision diplomatique qui avait créé l'État d'Israël. C'est par ces numéros que nous bouclons notre journal de ces jours, mais avant tout, passons au rappel des titres. Au sommaire, retenons que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a passé une interview avec la presse européenne. Il a parlé de la sécurité et de l'insécurité et de la diplomatie de son pays avec le pays étranger. On va aussi écouter l'activiste Nathalie Yamb. Il a parlé des vols qui a repris entre le Bamako et la France. Donc Air France a repris son vol. Donc on va comprendre pourquoi cette décision du ministre de l'Intérieur. On va aussi écouter le Maroc, le discours du président français Emmanuel Macron devant le roi du Maroc. Pratiquement arrivé à la fin de notre journal. Merci pour votre réelle attention de suivre votre journal. Sauvons l'Afrique dans votre chaîne. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News Monde. Mais je vous demanderai de visiter notre chaîne YouTube KTJ News Monde. Le Congo ne tombera jamais pour ne louper aucune de nos informations. Restez et branchez sur notre antenne et nos programmes. Quant à moi, je vous dis merci. Rendez-vous au prochain numéro.